Nous savons comment Kazantzakis s'est mis à écrire l'histoire d'Alexis Zorba, puisqu'il l'a racontée à la fin du roman. En 1917, en effet, avec un ami de rencontre appelé Georges Zorba, le romancier avait entrepris l'exploitation d'une mine de lignite de l'extrême sud du Péloponnèse. 25 ans plus tard, Kazantzakis éprouva le besoin de raconter cet épisode de sa vie, transporté en Crète. Sur une trame très simple, le roman est d'abord l'histoire de deux personnages, le narrateur et Zorba, aux prises avec une série d'aventures truculentes et dramatiques, bouffonnes et tragiques. La construction du téléphérique, les amours de Zorba et de Madame Hortense, le mystère de la veuve accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis, l'incendie d'un monastère, etc. Le premier des deux personnages principaux, l'écrivain, le gratte-papier, la souris papivore comme l'appelle Zorba, a lu tous les livres, sauf le livre de la vie. Le second incarne l'homme libre, l'aventurier de la vie, une force de la nature, un être chaleureux et inculte, toujours prêt à chanter, à danser, à jouer du santouri et à aimer. À ce contact, et pris dans le tourbillon de leurs aventures, l'intellectuel se transforme peu à peu. Il prend goût au pain et au vin. Il laisse la folie bousculer sa vie. Tout séparait ces deux hommes, et finalement, tout va les réunir, dans une danse exécutée avec chaleur et passion sur un rivage crétois. Mais comme l'eau et le feu, l'écrivain et l'homme d'action se séparent à la fin du roman, échangés, car l'intellectuel n'a pas réussi à sortir de la carapace confortable de la prudence et de l'habitude. Ainsi, Kazantzakis fait le procès des livres et des intellectuels, et il livre au lecteur la contradiction irréductible de sa personnalité partagée. Lorsque l'écrivain suggère à Zorba de fixer sur papier ce qu'il a compris des grands problèmes humains, celui-ci répond « Moi, je les vis, ces secrets-là. Tous ceux qui vivent les secrets n'ont pas le temps, et tous ceux qui ont le temps ne vivent pas les secrets. » De nouveau retentissait en moi, avec le cri des grues, le terrible avertissement que cette vie est unique pour l'homme, qu'il n'y en a pas d'autre, et que tout ce dont on peut jouir, c'est ici qu'on en jouira. Il ne nous sera donné dans l'éternité aucune autre chance. Un esprit qui entend cet avis impitoyable et en même temps si plein de pitié prend la décision de vaincre ses mesquineries et ses faiblesses, de vaincre la paresse, les grandes espérances vaines et de s'accrocher tout entier à chacune des secondes qui fuient à jamais. De grands exemples remontent dans la mémoire et on en voit clairement qu'on n'est qu'un homme perdu, que la vie s'épuise en petites joies et en petites peines et en propos futiles. Lorsque tout marche de travers, quelle joie de mettre notre âme à l'épreuve pour voir si elle a de l'endurance et de la valeur. On dirait qu'un ennemi invisible et tout-puissant, les uns l'appellent Dieu, les autres diable, s'élance pour nous abattre, mais nous restons debout. Chaque fois qu'intérieurement il est vainqueur, alors qu'au dehors il est vaincu à plate couture, l'homme véritable ressent une fierté et une joie indicibles. La calamité extérieure se transforme en une suprême et dure félicité. Ce Hussein Aga était un saint homme. Un jour, il me prend sur ses genoux et pose sa main sur ma tête, comme s'il me donnait sa bénédiction. « Alexis, il me dit, je vais te confier quelque chose. Tu es trop petit pour comprendre, mais tu comprendras quand tu seras plus grand. Écoute-moi, mon enfant.
Le beau Dieu, tu vois, ni les 7 étages du ciel, ni les 7 étages de la terre ne peuvent le contenir. Mais le cœur de l'homme le contient. Alors, prends garde, Alexis, de ne jamais blesser le cœur de l'homme. Confucius dit « Beaucoup cherchent le bonheur plus haut que l'homme, d'autres plus bas, mais le bonheur est à la taille de l'homme. » C'est juste. Il existe donc autant de bonheur qu'il y a de taille d'homme. Tel est, mon cher élève et maître, mon bonheur aujourd'hui. Je le mesure, le remesure, inquiet, pour savoir quelle est maintenant ma taille. Parce que, tu le sais bien, la taille de l'homme n'est pas toujours la même. J'étais heureux et je le savais. Pendant que nous vivons un bonheur, il nous est difficile de le sentir. Ce n'est que lorsqu'il est passé et que nous regardons en arrière que nous comprenons soudain, parfois avec étonnement, combien nous avons été heureux. Mais moi, sur ce rivage de Crète, je vivais le bonheur et je savais en même temps que j'étais heureux.